Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux pour ce webinaire de ce soir. Vous êtes 85 déjà parmi nous, avec nous ce soir, c'est super, on est ravis. Webinaire donc ce soir consacré à la fragilité psychique et au décrochage scolaire. Alors je vais d'abord vous présenter l'UNAFAM pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association. L'UNAFAM est une association de familles de personnes vivant avec des troubles psychiques dont les missions sont d'écouter, soutenir, former d'autres familles, lutter contre les préjugés et défendre les droits des personnes concernées et leurs familles, bien sûr. L'association est présente sur tout le territoire grâce à 1900 bénévoles et une soixantaine de professionnels. En 2023, ce sont ainsi près de 58 000 personnes qui ont été accompagnées par l'association. Depuis quelques années, l'UNAFAM accueille de plus en plus de parents, d'enfants et d'adolescents en difficulté psychique et a mis en place des permanences et des journées d'information spécifiques dont nous vous reparlerons tout à l'heure. L'UNAFAM s'est ainsi positionnée dans une démarche de prévention. Nous avons initié en 2023 un cycle de webinaires à destination des parents de jeunes en difficulté et celui de ce soir, fragilité psychique et décrochage scolaire, s'inscrit dans cette dynamique. Alors, quels sont les premiers signes de détresse? Les pistes pour agir quand décrochage il y a, les droits, les personnes ressources, ce sont toutes ces thématiques-là que nous allons aborder ce soir avec nos trois invités. Deux sont ici avec moi. Je vous présente à ma droite François Pilet. Bonsoir. Référent école, UNAFAM, ancien chef d'établissement. Arnaud à ma gauche, 22 ans, étudiant en géographie. Après avoir décroché 2 fois du lycée, va nous parler de ce parcours-là. Et nous avons Marie en visio avec nous. Bonsoir Marie. Marie, votre micro est coupé, je crois, si vous voulez bien l'ouvrir. Bonsoir à tous. Merci Marie. Donc Marie est mère d'une jeune fille qui a connu une période difficile, elle en première et en terminale. Donc c'est grâce à ces différents points de vue que nous allons pouvoir échanger avec vous ce soir. Moi, je suis Sophie Dagbert, directrice formation à l'UNAFAM. Alors, ce webinaire se déroulera en 2 parties. La première, sous forme de cette table ronde dans laquelle chacun de nous va intervenir. Vous pouvez nous poser des questions pendant tout ce temps-là grâce au petit, comment je vais appeler ça? Non, c'est il y a un petit point d'interrogation marqué Q et R pour questions et réponses en bas de votre écran. C'est là que vous pouvez nous poser vos questions par écrit. Nous les prendrons après dans une seconde partie. Donc, cette première partie dont je vous parlais, nous allons définir un petit peu tous ces concepts. C'est jusqu'à 19h10 environ. Et puis ensuite, on prendra vos questions et on aura plaisir à y répondre tous ensemble. Voilà un petit peu le déroulé de ce webinaire. Donc, on est ensemble jusqu'à 20h. La première question que j'ai envie de poser à François, c'est peut-être déjà que nous définissions ensemble ce qu'on nomme décrochage scolaire. Voilà, parce que suivant la position où l'on se trouve, la définition n'est pas forcément la même. Pour l'administration scolaire, un décrocheur, c'est un élève qui est sorti du système sans avoir obtenu aucune formation qualifiante ni diplôme. Et c'est ainsi que les statistiques sont faites, qu'on soit bien clair. Ce n'est pas une sortie provisoire, comme je pense on aura l'occasion, heureusement, de le voir chez nos témoins. C'est une sortie définitive. Et quand l'administration comptabilise, parce que l'administration, elle sait bien comptabiliser, elle dit qu'il y a un petit peu moins de 10% de jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification ni diplôme. Voilà, je crois que c'est important que l'on soit clair sur les chiffres et quand on parle de ces chiffres, il s'agit de sorties définitives. Très bien, merci François pour cet éclairage. Je me tourne vers vous, Arnaud. J'aimerais bien vous demander, si vous voulez bien nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Qu'est-ce qui a mené à ces décrochages au sens, quels étaient
c'était un moment de vie particulier, j'imagine, avec des émotions Très particulier. spécifiques qui vous traversaient, et puis un état psychique spécifique aussi, j'imagine. Exactement. Vous avez déjà commencé à le dire. En fait, mon décrochage, au départ, il est la résultante de deux choses. Déjà, depuis des années, je dirais depuis le début du collège, j'ai toujours eu une forme de mal-être en moi vis-à-vis du système scolaire, de la scolarité en général, de l'apprentissage, de la classe, des profs. Donc voilà, j'ai déjà toujours eu une relation un petit peu conflictuelle au système scolaire. Et au début du lycée, fin de collège, début de lycée, en arrivant en seconde, j'ai commencé à être touché par des troubles psychiques d'abord, et psychiatriques par la suite. Donc des troubles psy qui ont pris de plus en plus d'ampleur assez rapidement en quelques mois. Et je suis tombé dans un état mental qui ne me permettait plus à cette époque de continuer le lycée. C'est la dépression, les crises d'angoisse, l'obligation de devoir commencer un processus, un suivi donc psychiatrique, prise de médicaments. Donc c'est tout un ensemble qui m'a fait décrocher de force. J'insiste quand même dessus parce que c'est pas une décision que j'ai prise au milieu de mon année en me disant bon, peut-être qu'il faut que je me concentre sur moi, sur mon bien-être mental, etc. Pas du tout. Moi, j'étais vraiment enclin à me dire je vais jusqu'où je peux aller. Et malheureusement, à un moment donné, je venais de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, avec malheureusement à cette époque des profs qui étaient pas très compréhensifs vis-à-vis de ce que je traversais. Et tout ça a tout simplement mené à mon premier décrochage du lycée. Qui a été une exclusion en fait ou Je me suis auto-exclu, mais on va dire, c'est pas le lycée qui m'a renvoyé. J'ai arrêté, mais j'ai arrêté sous la contrainte. J'avais pas forcément envie de quitter le lycée pour aller où, pour faire quoi. J'étais jeune, voilà, mineur. Qu'est-ce que j'allais faire hors du lycée? Mais malheureusement, la vie m'a arraché vraiment au système scolaire et au lycée, quoi. Donc je me suis retrouvé chez moi à déprimer dans ma chambre, littéralement. Hein, c'était vraiment, voilà. quel âge? Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 16 ans et demi? ouais, 16, 17 ans, peut-être même plus jeune. Ouais, c'est vraiment dans ces Vous étiez 15, en 16, 17 ans, seconde. c'est la fin de l'adolescence. Vous Voilà. étiez en seconde. En seconde, c'est ça, voilà. D'accord. Mais quand vous dites ça m'a contraint à décrocher, c'est vos difficultés psychiques et la prise de médicaments et tout ça qui faisait qu'à un moment donné, c'était plus possible d'aller en cours. Exactement. Alors, premièrement, Pour qu'on soit un peu, ouais, tout à fait, vous avez raison. D'abord, c'est surtout mes problèmes psychiques qui Ouais. m'ont mis dans un état de pensée qui m'empêchait d'avancer, de grosses questions existentielles, de grosses crises existentielles sur l'avenir, sur la mort, sur beaucoup de choses que j'avais du mal à gérer à cette époque-là. Je pense que la transition doucement vers l'âge adulte aussi a, a été difficile. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir beaucoup de mal à gérer en fait ce que j'avais dans la tête, les questions qui venaient, etc. Et en donc fait, l'école passe en second plan un peu dans ce l'école cas-là, passe c'est en ça second plan, c'est ça. Je l'ai fait passer en second plan. Je voyais plus le sens. J'ai eu Ouais. une énorme perte de sens. Je pense que le mot est important. Je pense que Ouais. je voyais plus le sens. Je voyais plus l'intérêt. Existentiellement parlant, même j'étais en mode, mais quel est le sens d'obtenir un bac, d'avoir un diplôme? J'ai un peu dévalué tout ça dans ma tête. À une époque, voilà, j'étais au clair sur le fait qu'il fallait des diplômes, que la société fonctionnait comme ça. Et puis voilà, cette année-là, tout s'est dévalué. Je voyais plus l'intérêt des diplômes, plus l'intérêt ne serait-ce que d'atteindre un statut social. J'étais en mode, tout ça n'a plus de sens, n'a plus d'intérêt. Je me sens mal, je me sens vide. Je veux juste attendre la mort, c'était triste vraiment, mais j'ai atteint vraiment les bas-fonds. J'ai des profs qui appelaient ça la déchéance. Enfin, vraiment, c'est pour dire aussi La déchéance. la déchéance. Voilà, j'étais devenu la vie de la société, c'était dur à entendre. Et j'ai aussi des profs qui, par leur C'était une vraie comportement, dépression. oui, c'était une vraie dépression. Et tout ça était aussi précipité par certaines paroles de certains profs aussi qui étaient vraiment difficiles à entendre. Tous les jours, oui, à quoi ça sert de venir en cours si c'est pour faire ça? Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Un prof qui me disait tout pour ça. Unanimement, les Pas professeurs. unanimement, j'avais quelques profs, non pas unanimement, j'avais des profs qui étaient quand même plus compréhensifs. Malheureusement, je pense que dans ces moments-là, on se concentre sur le négatif. En fait, j'entendais peut-être pas le soutien de certains profs. J'étais dans une mauvaise spirale et je voyais que le négatif Ouais. voyait du noir. Ouais. Donc ça, c'est mon premier décrochage. Voilà, j'ai quitté le lycée comme ça.
Merci pour ce témoignage, Arnaud. Avec On va y plaisir. revenir. Je vais demander à Marie peut-être de nous relater les moments, comment ça s'est passé pour votre fille. Vous, qu'est-ce qui... Alors, donc bonjour à tous. Moi, je suis la maman d'une jeune. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que c'est le Très cas? bien, très Donc, bien. je suis la maman d'une jeune fille qui a déclaré une maladie psychique à partir de juste avant son entrée en seconde. Alors, juste avant, scolairement, ça allait très très bien. Elle était même plutôt brillante. Et brusquement, sa maladie est arrivée juste avant son entrée en seconde. Ce qui a engendré ben, brusquement enfin, de gros problèmes scolaires. Donc, en fait, sa maladie s'est manifestée bah, par le fait qu'elle avait des hallucinations qui arrivaient massivement et elle n'arrivait pas du tout à gérer. Et elle n'arrivait plus du tout à se concentrer en cours. Et du coup, on ne savait plus trop comment faire. Alors, par rapport à ce qui s'est passé en cours, l'idée, c'est qu'au fil du temps, plus elle manquait les cours, plus bah, elle avait en plus des angoisses à re-aller en cours parce qu'il n'y avait aucune compréhension de la part des enseignants. Et en fait, ce qui s'est passé progressivement, c'est que, alors la première année, on était en seconde, bah, entre guillemets, au Covid et puis grâce à une infirmière qui a été vraiment exceptionnelle, tout s'est à peu près bien passé. Elle a réussi à peu près sa seconde. Ils l'ont fait passer en première. Sauf que l'infirmière est partie, le proviseur a changé et là, on s'est véritablement, on a été confronté à vraiment à une administration qui a été de plus en plus hostile. Alors au début, bah, c'était les enseignants qui n'étaient même pas au courant de son problème. Elle avait un PAI où elle devait récupérer normalement les cours en cas d'absence. On va peut-être définir ce qu'est un PAI, Marie, pour les gens qui nous C'est entendent. bah, un PAI, Un c'est plan, un, Plan d'accueil individualisé. voilà. voilà, où justement pour les enfants qui ont des problèmes de santé, ça peut être très très large, eh bien il y a un certain protocole qui est mis en application. Alors là, dans son protocole, bah, il y avait un tiers-temps, c'est-à-dire un petit peu plus de temps pour les examens. Ça a toujours été appliqué, ça. En revanche, il y avait marqué qu'en cas d'absence, elle pouvait et elle devait, les enseignants devaient lui donner tous les cours en cas d'absence. Ça, en revanche, cela n'a jamais été appliqué. Au niveau du lycée, on nous a dit que c'était pas possible et que ma fille, elle avait qu'à récupérer auprès de ses petites camarades. Sauf que bah, récupérer quand on a manqué un cours ou deux, ça va, mais quand au fil du temps, on a de plus en plus d'absences, ça devient totalement impossible. Alors, au début, ça a été le PAI, après, ça a été les professeurs qui n'étaient même pas au courant de la situation. Après, ça a été les professeurs qui ne voulaient même pas répondre à ces mails lorsqu'elle leur demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour attraper une interrogation. Et puis petit à petit, l'hostilité a été de plus en plus importante, au sens où bah, j'ai eu droit, je sais que ma fille, donc quand un enfant ne va pas régulièrement, ne peut plus aller au lycée, il est prévu dans des cas comme ça qu'un enseignant puisse éventuellement venir à la maison pour pouvoir aider l'enfant. Quand j'ai fait, ma fille avait droit à cet aménagement et quand j'en ai fait la demande à la proviseure adjointe, on m'a répondu bah, que de toute façon, ma fille, elle n'avait pas un cancer, c'était pas bien grave, et bah, qu'elle avait qu'à faire des efforts pour venir à l'école. Bon. Après, il y a eu la mise en place d'une commission d'absentéisme par le lycée, en disant que ma fille avait trop d'absence, alors que je suis arrivée à contrer justement en envoyant tous les certificats médicaux qui assuraient que ma fille, bah, elle était malade, hein, ne le faisait pas exprès. Et je crois que le summum du summum, ça a été, donc ma fille a fini par suivre un certain nombre de cours au CNED, mais le lycée restait son lycée principal, était donc censé reporter toutes les notes du CNED dans ses bulletins. Et en fait, je crois que le summum, ça a été, ben, c'était très important justement pour le bac, puisque les bulletins comptent maintenant dans Parcoursup et pour la note finale au bac. Et ce qui s'est passé, c'est que volontairement, le lycée n'a pas reporté les notes du CNED dans ses bulletins. Ils m'ont dit au début, ben non, si, on va le faire. Et je me suis aperçue aussi début juillet qu'ils n'avaient pas non plus fait remonter les notes de ma fille dans, vous savez, Cyclades ou EduConnect, là où en fait les notes partent vraiment pour la colonne du bac.
Alors, c'est pas un oubli parce qu'à la place des notes du CNED, il y avait que ma fille était dispensée de tous les cours. Tout ça, ça a contribué à ce que ma fille soit complètement dégoûtée de ce qui se passait. Elle avait l'impression que personne ne l'aidait, d'être vraiment quelqu'un qui se sentait complètement exclue, alors qu'elle faisait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour aller au lycée. Dès que ça allait un petit peu mieux pour y aller, il y avait véritablement une incompréhension de tout le monde. Et puis je crois que ça s'est soldé aussi par, il y a une rentrée où elle est allée voir la proviseure adjointe pour mettre en place sur certaines choses. Et la proviseure adjointe, le jour de la rentrée, l'a accueillie en lui disant qu'elle en avait assez de la voir parce que c'était toujours très compliqué avec elle. Voilà. Donc tout cela, et donc elle a commencé son année terminale comme ça. Et donc tout ça a contribué à faire que ma fille avait plus du tout envie d'aller au lycée et ça a contribué, je pense, à son décrochage scolaire. Mais heureusement, ben, après ça s'est quand même amélioré par la suite, mais je crois qu'on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. C'est ça. On va essayer de séquencer un petit peu les étapes pour que ça soit le plus clair pour chacun de nous. Je me permets une première question parce on a une question pour Arnaud. On peut la prendre tout de suite. Quelqu'un nous disait, est-ce que vos amis ou certains professeurs vous ont pas poussé À raccrocher. à raccrocher? Ouais. Alors, déjà, à cette époque-là, j'étais pas, mes professeurs, pas vraiment. C'est un peu dur à dire, franchement, mes professeurs, pas vraiment. Je pense que pour eux, euh, pour eux, il y a quelque chose qui allait pas avec moi, en fait. Il y a quelque chose qui allait pas et qui était euh, de l'ordre de la volonté. Je crois que mes professeurs ont interprété ce que j'étais devenu, mon comportement et la nouvelle personne que j'étais à cause de mes problèmes psy, comme une mauvaise volonté, comme quelqu'un de dissident qui n'a pas envie de réussir. Je pense que beaucoup de mes professeurs ont interprété les choses comme ça. Et il y en a assez peu qui m'ont vraiment poussé à me dire accroche-toi, tu verras, ça va t'aider par la suite, les choses vont aller mieux. J'ai vraiment peu entendu ça de la bouche de mes profs et encore moins de l'administration, parce que je rebondis sur ce que disait Marie, c'est vrai, encore moins de l'administration, du proviseur ou de ce genre de choses. Mes amis, Oui, dans votre pardon, entourage. euh, au niveau de mes amis, excusez-moi, euh, j'ai eu, je ne sais pas si je peux dire la malchance, mais d'être dans un groupe en plus d'amis qui lui-même marchait sur une crête et était lui-même, voilà, on était trois, on était un peu les trois au fond de la classe, à pas aller bien, à être un peu exclus des profs du reste de la classe. Donc même ça, je dis pas, mais peut-être que ça a aussi fonctionné comme un cercle vicieux qui m'a pas franchement aidé à rester collé à tout ça, au système, quoi. Et je pense qu'il n'y a que mes parents qui devaient vraiment en fait s'inquiéter de cette situation, se dire c'est vrai que là maintenant des années plus tard ça me fait un peu bizarre de penser à ça, de penser à ce que mes parents eux ont pu penser à cette époque-là. J'y ai honnêtement assez peu réfléchi, je me rendais pas beaucoup compte à l'époque et je dirais même que j'y accordais assez peu d'importance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, quand j'y pense, je me dis, mais qu'est-ce que mes parents ont dû se dire dans leur tête, à quel niveau d'inquiétude quel niveau d'inquiétude ils ont dû avoir sans me le faire ressentir, sans me montrer que les choses n'allaient pas, quoi. Je sais pas. Mais mes parents, je pense, étaient effectivement inquiets. Je pense que ils ont fait des démarches un petit peu plus dans l'ombre, sans trop me forcer la main, parce qu'ils voyaient que j'allais pas bien aussi, hein, que c'était pas seulement il n'y avait pas qu'une question de il faut être au lycée, c'était pas qu'une question de statut, c'était une question de santé mentale aussi à cette époque. Donc je pense que un petit peu en souterrain, ils ont essayé un petit peu de, de mettre un matelas pour pas que je m'écrase trop fort quoi, contre le sol. Et ils ont mis des démarches, ils ont contacté des personnes, voilà. Et c'est par le biais de ma mère, mon père justement, que j'ai été dans ce fameux lycée de la seconde chance dont j'ai pas encore parlé. Ça c'est l'étape d'après, c'est au moment où les choses commencent à aller mieux. Mais voilà. Donc, malheureusement, non, ni mes amis, ni mon entourage, ni mes profs. Alors, Peut-être qu'on peut s'arrêter un tout petit oui, peu sur. oui, un mot quand même. J'ai la mauvaise place et je ne vais pas défendre l'administration. Ce que vous dites est inqualifiable, indéfendable. Et je crois que ça ne s'explique, ça ne se justifie pas, ça s'explique par le degré de méconnaissance des troubles psychiques de la part
d'un certain nombre de professionnels et en particulier d'un certain nombre de professeurs, d'administratifs, etc. Et je voudrais dire, on ne va pas faire de pub maison UNAFAM, mais nous luttons. Alors, tous les lycées ne sont pas comme ça, tous les professeurs ne sont pas comme ça, et vous me ferez l'amitié de croire que tous les proviseurs ne sont pas comme ça non plus. Reste que, il y a les hasards effectivement de rencontrer la bonne personne. Il reste que ce que vous décrivez, c'est de la faute professionnelle. Ce sont des fautes professionnelles. Le fait de ne pas remplir convenablement le document d'examen, c'est une faute professionnelle et c'est là encore indéfendable. Alors, à l'UNAFAM, on s'efforce de mieux faire connaître les troubles psychiques, de mieux, on va anticiper peut-être sur une des questions qui est posée, de mieux montrer combien quelquefois ces troubles ressemblent à la crise d'adolescence. Et bien malin qui peut dire s'il s'agit d'une crise d'adolescence ou s'il s'agit de quelque chose de pathologique. Je dis tout de suite, l'ennui n'est pas pathologique. Le désintérêt pour la chose scolaire n'est pas pathologique. Et il est dans la nature même des adolescents de s'ennuyer. Même d'ailleurs, peut-être que l'ennui est un moteur d'une certaine façon. Voilà. Donc, vraiment, ce sont des choses qui existent puisque vous en témoignez, mais nous luttons vraiment pour, à travers un certain nombre d'opérations, pour mieux faire connaître les difficultés psychiques et mieux faire en sorte que les familles soient accueillies. J'aurai l'occasion de dire un mot sur la façon dont l'administration essaye de former les professeurs sur ce plan. Oui, on déstigmatise chaque fois que possible et par tous les moyens possibles ce que sont les troubles psychiques. Il n'en demeure pas moins que là, on a quand même un bel exemple entre vos témoignages, Arnaud, et celui de Marie concernant votre fille, de signes de détresse qui sont forts, que vous avez vu, vous, et ressenti, bien sûr, pour Arnaud, mais qui n'ont pas été perçus, on peut dire ça, par le corps enseignant, ou pas assez en tout cas, et pas acceptés en tant que tels comme des signes de maladie, quoi. Enfin, absolument, c'est-à-dire que jamais, d'après ce que j'entends, on ne s'est posé la question de savoir si la fille de Marie relevait ou de la discipline, d'une réaction disciplinaire, c'est finalement ce qui a été fait. On lui a reproché un certain nombre de choses par rapport à son comportement. et Arnaud aussi. Et Arnaud aussi. J'avoue que j'ai du mal à avaler le mot déchéance. Oui, Voilà. Donc, je crois qu'il y a un gros effort à faire. On essaye de le mener. Évidemment, on n'arrive jamais à la totalité des effectifs. Alors du coup, la question qui suit, c'est, on va commencer par Arnaud, c'est quoi les points d'accroche, les dispositifs, les personnes? Il y a beaucoup de questions dans ma question, pardon, beaucoup d'éléments dans ma question, mais qu'est-ce qui vous a permis de raccrocher? C'était quoi les points d'appui, quoi? ça c'est une question qui me plaît parce qu'on a beaucoup broyé du noir là. Et justement, on y va vers l'espoir. Voilà, c'est vrai que là, l'époque dont je parlais avant, c'est une époque qui est lointaine, dans un contexte très précis. Et il s'est passé beaucoup de choses par la suite. J'ai eu le temps de vivre une vie entre ce que je viens de raconter avant et là où j'en suis aujourd'hui. Et compte tenu de votre grand âge, non, mais c'est vrai qu'en tout cas, en expérience, justement, ce décrochage m'a permis de passer par plein d'étapes et plein de rencontres. Et il y a beaucoup de points d'accroche possibles que moi j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours. Donc déjà, je pense que le tout premier point d'accroche que j'ai eu, moi, dans mon cas, il est presque extrascolaire dans le sens où je pense que c'est déjà un bon suivi psy et psychiatrique. C'est-à-dire que déjà, être bien suivi, réussir à rentrer dans un bon processus de soins, c'est une étape qui est primordiale. Dans mon cas, c'était quand même la raison sous-jacente de mon décrochage. Donc, vraiment, commencer par
régler le problème central déjà qui m'a amené dans cette situation. C'était déjà un premier point important. Deuxièmement, de manière... Ça, pardon, Oui. c'est quelque chose dans lequel vous êtes rentré facilement dans ce processus de soins? Oh non, ça a demandé du temps. Ah. Je dirais même qu'au début, j'étais pas forcément volontaire. En fait, je pense qu'on m'a un peu poussé dans le dos. J'étais jeune, j'ai décidé même pas moi-même réellement de ce genre de choses. Mes parents, voilà, ce genre de choses, j'ai été un petit peu poussé à faire ça. Je pense que c'est une chose qui est bien, dont je me rendais peut-être moi-même pas forcément compte à cette époque. Mais ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup servi. Je le vois maintenant avec plus de recul. Ça m'a permis de tout doucement, moi aussi, euh, retrouver un peu plus de clarté dans mon esprit pour me préparer à ce qui allait suivre. Et ce qui est du coup le deuxième point d'accroche auquel j'ai eu accès, c'est donc un lycée de la seconde chance, qui s'appelle, donc moi, dans mon cas, j'étais au CLEPT, c'est à Grenoble. C'est un lycée qui a été forgé pour accueillir les étudiants, pardon, maintenant, les élèves à cette époque-là, qui étaient décrocheurs, donc alors pas selon du coup la réelle définition, puisque à cette époque-là, puisque ce lycée de la seconde chance existait, on n'était plus réellement décrocheurs au final, mais tout simplement les élèves qui ont arrêté pendant un certain temps, exactement, qui étaient sortis du lycée. Ce lycée à Grenoble était là pour les accueillir, pour les aider, pour avancer et réellement pour finir leur cursus. L'objectif, c'était vraiment d'atteindre un bac et vraiment la seconde, la première, la terminale. Et donc, c'est un lycée dont l'organisation dans son entièreté était faite pour se Réparer. c'est ça, pour s'adapter aux élèves comme moi, aux élèves comme toutes les personnes qui ont arrêté le lycée pour plein de raisons différentes, parce qu'on était tous là pour des raisons très différentes. Euh, Est-ce que des lycées comme ça, il en existe plusieurs en France? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y en a dans toutes les régions, dans toutes Dans les toutes les académies. régions. C'est intéressant de pouvoir Ouais, absolument. partager ça. il y en a pas mal, c'est vrai. D'ailleurs, je me rappelle que moi, j'ai certains de mes amis qui venaient déjà d'autres lycées comme D'accord. ça. Donc, c'est des lycées qui eux-mêmes sont en connexion les uns les autres. Ils se parlent entre eux, ils se partagent des choses, voilà, des pédagogies, etc. Et de l'expérience, oui, c'est vrai, c'est aussi beaucoup d'expérience, c'est beaucoup d'humains, hein, en fait, en réalité, il y a beaucoup d'humains. En réalité, c'est un lycée qui nous apprend, qui nous permet d'étudier, donc il y a la partie pédagogique, mais surtout humainement, qui nous réapprend, en fait, à redevenir lycéen. En fait, c'est un truc qu'on a tous perdu et on essaye doucement de réapprendre à revenir lycéen, réapprendre à aller chercher un bac, un diplôme, c'est quelque chose dans lequel il faut se remettre. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Moi, malheureusement, je le dis tout de suite, j'ai redécroché de ce lycée, mais pour d'autres raisons que j'aborderai après. Mais je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, qui m'a réconcilié avec les profs, pas avec l'éducation, pas avec le système éducatif, mais avec le fait d'apprendre, avec le fait qu'il y ait des profs, qu'il y ait des gens qui veulent nous aider. J'ai senti toute la bienveillance. Pour X raisons, ça n'a pas fonctionné avec moi à cette époque-là, mais j'ai senti tellement de bienveillance que je me suis dit, il y a de l'espoir. Je sens qu'il y a des gens qui ont de l'espoir, même pour moi. J'en avais déjà pas pour moi à cette époque-là, mais il y a des gens qui en avaient pour moi, qui en portaient pour moi. Et je me suis dit, waouh, ça m'a fait du bien. Je suis resté 1 an et demi dans ce lycée et vraiment, ça a été une bouffée d'oxygène, quoi. Donc voilà. Merci Arnaud. Avec plaisir. On va passer à Marie. Peut-être que Marie, elle a d'autres types de points d'accroche pour votre fille. Ça s'est peut-être passé autrement. Alors oui, ça peut passer autrement. En fait, déjà, ce que je dirais, c'est du coup ma fille, quand elle était en première, elle a dû redoubler sa première parce qu'elle a fait une année où elle allait pratiquement plus au lycée, elle voulait même plus y aller. Et le fait de redoubler, elle a toujours été très ambitieuse et ça lui a donné aussi, enfin, quelque part, elle s'en voulait alors qu'elle savait très bien qu'elle luttait contre la maladie. Et petit à petit, bon, je dirais que heureusement, elle a été suivie par une psychiatre, une psychologue. Il y a eu tout un système qui l'a quand même bien aidée. Les médicaments, à la fois, c'est vrai que ça faisait que le matin, elle était toujours un petit peu dans le pâté. Mais ça fait quand même pas mal disparaître ces hallucinations, ou en tous les cas, ça lui a permis de s'accoutumer avec elles, au sens où, alors elle m'a donné un exemple très précis. Alors c'est vrai qu'au début, par exemple, elle entendait des voix tout le temps, elle pouvait absolument plus travailler. Elle a eu aussi des hallucinations visuelles. Et avec les médicaments, puis avec le temps, alors les hallucinations auditives ont disparu. Après, elle me dit, moi, j'ai plus que des hallucinations visuelles, c'est-à-dire autour de la table, là, vous êtes trois. Elle me dit, je vois une quatrième personne.
Elle ne me parle pas. Bon, je sais qu'elle n'existe pas. C'est quelqu'un qui est décédé. Mais bon, j'arrive à travailler comme cela parce que en fait, je suis plus perturbée auditivement par cette personne. Je sais qu'elle n'existe pas, qu'elle est irréelle. Voilà, donc quelque part aussi l'adaptation à la maladie, à côté du suivi de la psychologue et de la psychiatre. Après, pour ma fille, ce qui a été très important pour elle, ce qui lui a permis vraiment d'avancer, c'est le CNED. Pourquoi? Parce que le matin, elle n'arrivait absolument pas à aller en cours et elle commençait à émerger, à cause des médicaments, elle commence à émerger vers 15-16 heures où ça commence à aller mieux. Et alors le pire, c'est vrai, quand elle arrivait en cours à 15-16 heures, ses enseignants, en la voyant, on a l'impression qu'elle va très bien, n'arrivaient pas du tout à comprendre le problème. Et du coup, avec le CNED, elle pouvait travailler le soir, à tout moment, quand justement elle se sentait bien. Et souvent, le soir, ça allait beaucoup mieux que dans la journée. Et donc, grâce au CNED, elle a quand même réussi finalement à avoir de bonnes notes dans beaucoup de matières. Et en travaillant tous les soirs, elle a réussi finalement à rattraper tout le retard qu'elle avait accumulé. Après, Donc en fait, Marie, pardon, juste pour comprendre, elle n'allait plus en cours, ou elle y allait de temps en temps et elle alors complétait en avec fait, le CNED ou elle faisait que on le a fait un CNED? CNED partiel, c'est-à-dire que sur les 9 cours qu'elle devait suivre, il y avait 6 cours qui étaient suivis au CNED, 3 cours qui étaient suivis au lycée, parce que je trouvais quand même important qu'elle garde un pied avec le lycée. Et le Mhm. lycée était considéré comme son établissement principal. Donc c'était Très au lycée bien. justement de reporter les notes du CNED. Le Après, il faut CNED, pas... pour tous ceux qui ne sauraient pas, c'est un Le dispositif Centre national d'enseignement à à distance, distance. Voilà. qui permet de suivre une scolarité en partielle ou totale. On a une classe virtuelle, on a des enseignants qui ne sont pas virtuels, qui sont réels, mais qui sont à distance, et par des échanges à la fois écrits, en visio, on suit une classe, on a des bulletins, on a une scolarité qui est une scolarité, alors pas tout à fait semblable, mais qui est une scolarité équivalente et qui est en tout cas complètement équivalente en termes de diplôme. Ce sont des jeunes qui passent strictement les mêmes diplômes. Je peux vous demander, Marie, tout ça, ça s'est passé dans le même lycée? Oui, ma fille, en fait, Tout ça, ça s'est passé dans le même lycée. à un Donc, moment, il y a j'avais quand pensé... même eu, pardonnez-moi, il y a quand même eu un accord donc pour la dispenser de certaines disciplines au lycée et qu'elle soit évaluée au CNED pour ces disciplines et qu'elle soit évaluée au lycée pour les disciplines qu'elle suivait au lycée. On est bien d'accord. Donc ça, c'était quand même un aménagement de scolarité. Vous Tout à avez fait, obtenu, tout à fait. certainement, je ne défends pas du tout, hein, je dis simplement que, parce que c'est intéressant, c'est aussi une solution, c'est on a aujourd'hui la possibilité, de manière assez souple, de faire des protocoles d'accueil partiels permettant soit à des jeunes qui ont été hospitalisés ou qui ont des difficultés à reprendre, de faire une reprise progressive. Alors en termes de fatigue, c'est ce que vous indiquez. Si je comprends bien, on lui a aussi aménagé les horaires. Un petit peu, puisque donc elle arrivait toujours au lycée à 15 ou 16 heures, c'est ça? Ah non, le lycée a refusé en revanche d'aménager ses horaires. Du coup, souvent les cours qu'elle avait le matin, elle n'y allait pas. Et du D'accord, coup, elle n'allait finalement qu'aux cours qu'elle avait dans l'après-midi. d'accord, d'accord. Donc, mais le CNED lui a quand même permis donc du coup d'avoir des notes dans toutes les matières. Voilà. Le problème a été que le lycée, pendant un moment, ne voulait pas prendre en compte ces notes dans les bulletins ni pour le bac. Ce qui est inacceptable, je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Alors, ce qui a aussi aidé beaucoup, je vais pas mentir, parce que le CNED, c'est très bien, mais il y a pas un prof qui est à côté. C'est que j'ai dû, lui prendre des profs particuliers puisque le lycée, de toutes les façons, ne voulait pas lui en envoyer. Donc elle a eu énormément de profs particuliers. Moi-même, je suis enseignante, mais c'était compliqué de travailler avec ma fille. Et donc, elle a eu des professeurs particuliers dans de très, très nombreuses matières. Ça l'a beaucoup, ça l'a vraiment beaucoup aidée. Faut pas ça, c'est une certitude. Après, en terminale, elle a eu la reconnaissance MDPH, où elle a été reconnue handicapée entre 50 et 80%. Et du coup, je me suis dépêchée d'envoyer ça au lycée pour leur montrer que ma fille, certes, elle n'avait pas un cancer, mais qu'elle n'était pas en train de jouer la comédie, ce qu'ils pensaient quelque part, je pense.
Et puis, ce qui a aussi beaucoup aidé, alors voilà, c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que donc entre la première et la terminale, quand le lycée refusait n'avait pas reporté les notes du CNED sur ses bulletins, ni sur EduConnect pour aller sur les notes du bac. J'ai dû pendant tout l'été, parce que j'avais très très peur que ça soit définitif. Donc, sur les conseils de l'UNAFAM, j'ai dû contacter le médiateur de l'éducation nationale, qui a agi, enfin qui m'a rétabli j'étais vraiment dans mon bon droit. Et alors j'avais très très peur en fait que le lycée soit encore plus exécrable l'année suivante en terminale, en se vengeant quelque part du médiateur de l'éducation nationale. En fait, ça a été tout le contraire. Je dois dire que l'année suivante, le proviseur a décidé de suivre personnellement ma fille, alors qu'avant c'était plutôt la proviseure adjointe. Et il a été tout à fait correct, ça s'est très très bien passé. Et en plus, ma fille a eu un professeur exceptionnel en anglais, qui est allé Ah, ça fait au-delà. plaisir d'entendre ça. Comme quoi, quand ça se passe bien, faut aussi le dire, hein, voilà. Merci, Euh, madame. qui est allé au-delà de ce qu'il devait faire et qui l'a suivi pour le grand oral, alors qu'il était, normalement, c'était le CNED qui était censé la suivre, mais c'est compliqué hein, pour le CNED bien préparer un grand oral. Et bref, il l'a énormément aidé, ça l'a énormément soutenu, puis quelque part, ça lui a donné vraiment confiance en elle, Et c'est ça. de voir quelque part qu'elle était soutenue par certains enseignants au lycée. Et puis, je dirais aussi, alors donc ça, c'est tout ce qui l'a aidé elle. Et puis, bon, moi, ce qui m'a aidé pour la soutenir un peu indirectement, je dirais que je vais pas mentir, hein, c'est vraiment l'UNAFA, moi, qui m'a aidée, à la fois par les réunions avec d'autres parents, où j'ai vu que j'étais pas toute seule avoir une enfant comme ça. Je me suis même aperçue après en parlant à d'autres amis qu'il y a beaucoup de gens que je connaissais pas très bien qui avaient un enfant, qui avait des soucis, puis qui n'en parlent pas beaucoup. Parce qu'on a l'impression quelque part que autant quand on a un enfant qui a On est tout seul. comme un cancer, on va le dire tout de suite, autant quand on a un enfant qui a des soucis mentaux, c'est beaucoup plus compliqué à en parler quand ça va au-delà de la dépression. Et puis, je dois dire franchement qu'au sein de l'UNAFAM, il y a une proviseure qui, moi, m'a vraiment épaulée. À chaque fois que j'ai eu un souci avec le lycée, qui était là pour me dire, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est elle d'ailleurs qui m'a dit de pas hésiter à contacter le médiateur de l'éducation nationale, parce que même moi, en étant enseignante, je ne connais pas tous les rouages, puis je veux pas non plus. Je suis au courant que les enseignants, ils sont débordés, ils ne sont pas forcément formés pour suivre des jeunes comme ça. Et je ne savais pas forcément exactement ce que je devais faire. Et franchement, moi, l'UNAFAM m'a vraiment beaucoup aidée. Je serais infiniment reconnaissante à l'UNAFAM. On n'en espérait pas tant. Je dois Merci le dire. beaucoup. Merci On beaucoup. connaît la proviseure en question et on la salue parce qu'on connaît Peut-être, tout son oui, engagement. peut-être, ce qu'on peut peut-être remarquer dans ce que vous dites, alors le cas effectivement d'un établissement peu accueillant, d'un établissement rétif, et qui, lorsque l'on fait valoir les droits, finalement vous avez fait valoir vos droits. On a parlé de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui a produit un plan personnalisé de scolarisation et qui a permis peut-être de mieux faire comprendre, vous savez, l'administration, elle a toujours besoin d'un peu de papier, hein, encore, de mieux faire comprendre. Et à partir du moment où l'administration a compris, elle s'est efforcée de faire. Alors, quand même, de toute façon, je crois on n'éludera jamais le problème des personnes. Hein. C'est aussi une question de personnes. Et il faut rencontrer la bonne personne. Et ça, malheureusement, ce n'est écrit nulle part. Quel professeur on rencontrera, quelle personne on rencontrera. Enfin, je crois qu'il est important, quand même, à travers votre histoire, hein, de noter qu'il y a des procédures, qu'il y a des recours. Hein, le médiateur, effectivement, de l'éducation nationale, il y a un médiateur par académie et qui est tout à fait bienvenu pour recueillir
les plaintes et de remettre en ordre ce qui ne va pas. Hein, et il peut aussi se construire des protocoles avec les hôpitaux psychiatriques, les services psychiatriques, et on peut construire des emplois du temps progressifs qui permettent d'avoir une certaine souplesse et de reprendre progressivement sa scolarité. Merci pour ce complément. Juste une dernière question avant qu'on prenne les questions de tous les participants. Comment on va peut-être juste Faut qu'il nous raconte la suite de son plus vite histoire. la suite, bien sûr, mais aujourd'hui, Arnaud, vous êtes étudiant en géographie, C'est ça. Troisième année. Troisième année de licence. Tout est bon, tout va bien. Tout va bien, c'est toujours dit. Non, c'est une très très C'est bonne une question, question, justement. tout va bien. Je trouve que c'est une question excellente. Je vais juste faire une mini parenthèse en remontant un tout petit peu dans le temps parce qu'effectivement, je finis mon e-sport simplement pour finir de cadrer tout ça et de raconter ce qui m'est arrivé. Mais donc, à la suite de ce deuxième décrochage, donc de ce lycée de la seconde chance, auquel je m'impute toute la responsabilité, je suis retombé dans des problèmes psy de nouveau et des choses dont j'arrivais pas à sortir, des problèmes de dépression de nouveau, c'est la même chose qui m'a remis la tête sous l'eau. Donc voilà, des fois c'est des choses contre lesquelles on a du mal à lutter. J'ai redécroché, je suis rentré dans une mission locale par la suite parce que j'avais rien à faire, donc j'ai fait une garantie jeune. Donc voilà, on cherche du travail, un stage, un truc, et voilà, on a une petite rémunération. Je m'en sortais pas trop, la personne qui a animé ce dispositif, ce qu'elle voyait en moi, c'est de me dire, bon, il est temps maintenant de trouver... Des pizzas. elle me disait, vraiment, elle me disait, prends un truc au McDo, n'importe, maintenant, il faut travailler, machin. Elle connaissait pas ma vie, elle me disait ça comme ça. Puis un jour, j'ai changé de mission locale, je suis passé sur la mission locale du 9e arrondissement à Lyon, et j'ai rencontré une personne fabuleuse, et du coup, ça me fait plaisir de le dire, parce que je rebondis sur ce que vous disiez, François. En fait, des fois, ça se joue au fait de rencontrer la bonne personne. Tout peut fonctionner, les dispositifs, les choses, la volonté des gens, tout peut fonctionner. Des fois, on n'est juste pas sur la bonne personne au bon endroit. Il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer de chercher, ou du moins d'avancer. Je ne cherchais pas, mais j'ai continué d'avancer. Et cette personne, du jour au lendemain, elle m'a compris. Elle m'a dit, mais non, mais il faut que vous continuez vos études, vous avez besoin de ça. Elle a senti que j'avais envie en fait, de faire des études, d'avancer, mais j'y arrivais pas. Elle m'a dit, écoutez, il y a quelque chose qui existe, c'est le DAU. Je vous inscris, faites-le. Donc, ça s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires. C'est quelque chose qui, comme son nom l'indique, est une clé qui permet d'accéder à l'université sous certaines sous certaines conditions, sur certains critères, évidemment, pour éviter que tous les lycéens quittent le lycée pour aller faire ça. Il faut un âge, il faut avoir travaillé quelques temps, etc. Il faut vraiment avoir été décrocheur. Et elle m'a inscrit là-dessus, avant même que je dise un mot, j'étais déjà inscrit, etc. Et en fait, cette femme a pratiquement, elle toute seule, changé ma vie avec cette décision sur un ordinateur. Je suis parti à Strasbourg, j'ai fait mon DAU. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à l'université. Et puis voilà, j'ai eu accès à ce monde qui est magnifique. Et je me dis, mais c'est incroyable, il y a quelques années, mais jamais j'aurais cru, ne serait-ce que... Déjà, un bac, ça me paraissait complètement hors d'atteinte. Et je me disais, de toute façon, cette chose, c'est pas pour moi. Et puis là, je suis à 5 mois d'avoir une licence. Donc, je me dis, mais moi, waouh, comment c'est possible, quoi. Et c'est pas comment c'est possible, c'est que c'est possible. En fait, c'est la seule chose à retenir, je crois, en fait. S'il y avait une chose à retenir, c'est possible. Là, oui, non, Il peut le faire. c'est vrai. Donc, Mais c'est beaucoup une question de rencontre et du coup, Ouais. il faut accepter que ça peut prendre un petit peu de temps aussi. Alors, Arnaud, je voudrais corriger quelque chose. Oui. Vous n'aviez pas à vous sentir responsable de votre dépression. Non. En revanche, vous êtes responsable de votre réussite. Parce que ça suppose aussi, effectivement, c'est un combat. C'est un combat à la fois contre la maladie, contre soi-même d'une certaine façon, et aussi, il faut le reconnaître, contre le système. Ouais. Hein, c'est pas facile, et il ne faudrait pas croire que le DAU, c'est finalement Non. beaucoup plus facile que le bac. Voilà. C'est un autre contexte, c'est une autre façon, peut-être libéré du côté scolaire. On est davantage entre adultes et voilà, on sait un petit peu pourquoi on est là, mais c'est quand même réservé à des personnes particulièrement volontaires. Ouais, Hein, ça c'est sûr. Et le DAU, pardon, ça se passe à distance? Moi, je ne sais pas comment c'est. Alors ça se passe en présentiel, c'est des cours avec des profs, vraiment comme si on était au lycée, ça se passe en un an. Il y a quelques matières, 5-6 matières à passer, ils ont vraiment élagué pour laisser vraiment l'essentiel. C'est une classe. C'est vraiment une classe. Moi, j'étais dans une classe. En plus, certaines années, ils ont des personnes un peu plus âgées, un peu moins, parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, on peut même le faire à 30, 40 ans, 50 ans. Il n'y a pas de limite officiellement.
Nous, en plus, on était dans une classe assez jeune, on avait tous la vingtaine, donc vraiment, j'avais presque l'impression d'être au lycée. Mais Mais pas tout à fait. je tiens quand même à rendre hommage à ma prof de français qui a vraiment été une prof exceptionnelle et qui m'a vraiment redonné le goût d'apprendre, mais vraiment exceptionnelle. J'avais jamais réalisé à quel point un prof, ça pouvait être quelqu'un de bien, quelqu'un de... Non mais, je vais dire à quel point un prof, ça pouvait être quelqu'un de... Non mais parce qu'en fait, on finit par être conditionné malheureusement dans une pensée, dans un prisme, à force de prendre des lattes tous les jours au lycée. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des personnes qui sont fabuleuses, qui veulent vraiment nous aider à avancer, à apprendre. Et en fait, c'est grâce à cette prof que je suis à l'université. Elle m'a motivé. Je voulais même pas continuer par la suite, normalement. Et en fait, je me suis dit, non, c'est trop fabuleux. Elle m'a transmis un truc. Elle m'a donné trop d'énergie, d'espoir, de soutien. Je me suis dit, bon, bah, je continue. Je vais m'inscrire à la fac. Advienne que pourra. Et advienne. Et il est advenu ce qu'il Voilà. C'est devenu C'est ça. formidable. Voilà. Merci Arnaud pour ce Avec plaisir. témoignage formidable. Et pour votre fille Marie, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui alors? Bah, du coup, écoutez, ça a été pratiquement miraculeux, hein, je dois le dire. Ouais. Elle a réussi son bac, elle a même eu une mention bien. Ah Franchement, là là, vous formidable. m'auriez dû se dire ça il y a 2 ans, je me serais dit, mais, à mon avis, elle aura jamais rien, elle n'y arrivera jamais. Et puis, bah, du coup, elle a réussi à intégrer une licence d'économie dans une grande université. Et elle est, pour l'instant, elle est ravie. Alors moi, je suis quand même consciente que la situation est encore peut-être fragile, hein. Je ne vais pas non plus vendre la peau de l'ours en disant tout va bien, c'est miraculeux et tout. Je dirais Mais pour elle gère l'instant, les choses. voilà. En tous les cas, pour l'instant, ça se passe bien. On touche du bois. Et Super. puis on espère bah, que ça va continuer comme ça. Si vous permettez, Formidable. deux choses. Je crois que c'est pas miraculeux. Le témoignage d'Arnaud, le vôtre, montre que on peut se rétablir, se rétablir dans tous les sens du terme, se rétablir par rapport à la maladie, mais se rétablir aussi, c'est-à-dire reprendre un équilibre, refaire un projet de vie et finalement se reconstruire. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose. Et puis, je comprends parfaitement votre inquiétude et de vous dire, oh là là, est-ce que c'est gagné? Mais vous avez déjà gagné, Marie. Hein, vous avez déjà gagné et ce qui est pris est pris. Et évidemment, le fait qu'elle ait retrouvé l'espoir et un projet de vie, eh bien, vous avez déjà gagné, quoi qu'il arrive ensuite. Et ce qu'elle tient là, je crois que c'est une victoire et que cette victoire, quoi qu'il arrive, elle est sienne et elle est acquise. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Donc, sur ce plan, rassurez-vous, ça vous le tenez. Formidable. Merci pour tous ces échanges. On a dépassé un tout petit peu le temps prévu, mais je crois que ça valait le coup et qu'on a Ah oui. déjà commencé à aborder les ressources possibles, les aménagements possibles, les personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. On va donc maintenant essayer de répondre au maximum de questions et elles sont nombreuses. Je vais essayer voilà, de les prendre un petit peu comme elles viennent. Une question pour Arnaud. On nous dit, est-ce que, Arnaud, vous aviez eu connaissance d'une MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire? Est-ce que ça vous... Absolument pas. J'en ai jamais entendu parler, même jusqu'à François, aujourd'hui. peut-être connaît Alors, le ce qui MLDS? ce qui va vous consterner, Arnaud et Marie, c'est que forcément, dans ce que vous avez vécu, vous avez le sentiment que l'administration se fiche, comme l'an 40, du décrochage scolaire. Or, l'administration, elle est mobilisée depuis 15 ans. Et vous le croirez ou vous ne le croirez pas, mais un recteur aujourd'hui est évalué non pas sur le pourcentage de résultats au bac de son académie, mais au faible pourcentage de décrocheurs. Et l'administration a mobilisé énormément pour essayer, à travers ses missions de lutte contre le décrochage scolaire, eh bien, de faire baisser les pourcentages. Il faut être honnête avec l'administration. On est passé dans les années 2010 à 12%. On est aujourd'hui à 8%. Il y a quand même eu un progrès. Même si vous avez bien compris, ni Arnaud, ni votre fille Marie ne répondent strictement à ce cas, puisqu'ils ont l'un et l'autre raccroché. Donc, ils ne sont pas dans la... alors si, on peut imaginer qu'ils sont dans les 4% d'amélioration, d'une certaine façon. On nous demande, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, François, est-ce qu'il y a des procédures théoriques pour prendre en charge et orienter les enfants en décrochage
des commissions ou autres? Alors, la difficulté, c'est qu'on ne sait que quelqu'un décroche que quand il a décroché. Hein, c'est-à-dire que quand il a quitté, quand il a disparu, ou des effectifs, ou quand il a disparu des listes. Et la grande difficulté, je crois, et vous l'avez sous-entendu, Arnaud, il y a des choses qui sont vraiment pour ceux qui ont complètement décroché. Tant qu'on est, entre guillemets, accroché à une scolarité, on ne relève pas de la fameuse mission, puisqu'on est encore accroché. Alors, cela dit, il y a évidemment des mesures de prévention, puisque c'est là-dessus qu'on travaille. Alors, Marie y a fait allusion, lorsque on a affaire à des difficultés avérées psychiques, on peut faire un dossier à la MDPH pour demander. Alors, il y a toute une kyrielle de plans et de projets d'accueil. Il y a des plans comme celui que vous avez indiqué, Marie, le PAI, qui est vraiment au niveau de l'établissement. Et puis, il y a d'autres plans qui vont jusqu'au PPS, qui est le plan personnel de scolarisation, qui est assorti à une reconnaissance, MDPH. Donc, c'est la commission dont on peut parler. Pour le reste, il n'y a pas besoin de commission. Je veux dire, un établissement il est tout à fait possible à un établissement d'aménager un horaire. Hein. Alors, il faut simplement que ça soit formalisé. Je crois que dans ce que j'ai entendu, Marie, il y a eu, je crois, une mécompréhension entre vous et votre fille et l'établissement, qui s'est heureusement arrangé ensuite, mais au départ, c'est visiblement un dialogue de sourds. Hein. Et ça, je crois qu'on ne peut. Ce n'est pas les commissions qui vont résoudre ça, c'est effectivement, et je crois qu'on l'a beaucoup dit, et ça malheureusement, il n'y a pas de réponse administrative, la rencontre d'une personne, la rencontre de la bonne personne. Ce que je dirais, c'est dans un établissement, essayer de repérer le professeur compréhensif, le CPE qui va bien, ou le proviseur, même le proviseur quelquefois peut être compréhensif. La preuve, ça a été le cas et c'est pas moi. Voilà. Une question pratique. On nous demande est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un avis médical pour obtenir pour faire appel au CNED? Oui, Une reconnaissance de handicap aussi. obligatoire? Ou C'est-à-dire que, alors, c'est pas forcément médical, mais le CNED ne peut être obtenu que il faut justifier vis-à-vis de l'établissement dans lequel on est inscrit la raison pour laquelle on souhaite passer par le CNED. D'accord. Donc, Mais c'est pas du tout compliqué. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se fait. Alors, c'est quelque chose là aussi, puis je voudrais quand même dire quelque chose. Pour moi, il n'existe pas de relation pédagogique sans confiance. Visiblement, Marie, vous avez eu le courage de vous accrocher et de rester dans cet établissement, et finalement, vous avez bien fait, même si j'ai le sentiment qu'il y a eu un moment où la confiance était rompue. Hein. Et ça, la confiance, ça ne se décrète pas. Donc, je crois que quand on est vraiment en défiance vis-à-vis d'une structure, ben, il faut, je crois, essayer de voir comment on peut en changer. Hein. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile, et vous avez par ailleurs été parfaitement légitime à faire valoir vos droits au sein de l'établissement dans lequel votre fille était inscrite. Alors, si je peux me permettre 2-3 précisions, Bien sûr. par rapport au CNED, c'est l'établissement tout de suite, quand il a vu l'état de ma fille, qu'elle n'arrivait plus à suivre, qui m'a dit d'aller suivre des cours au CNED. En fait, je pense que le problème s'est posé parce qu'il voulait en fait que ma fille parte définitivement de l'établissement et qu'elle arrête de les embêter, qu'elle ne fasse surtout pas baisser leurs statistiques de réussite. Et l'idée, c'était, elle part complètement au CNED, on ne la voit plus. Et le problème, c'est que en fait, j'ai réussi parce que moi, j'ai trouvé qu'elle soit entièrement au CNED, ça l'a déscolarisée quelque Vous avez part. parfaitement raison. Et je trouvais que c'était important qu'elle garde 2-3 cours, enfin 3 cours dans l'établissement. Et en fait, en tous les cas, la proviseure adjointe, quand elle a vu qu'ils allaient rester, qu'elle allait suivre 6 cours au CNED, mais qu'eux allaient rester établissement principal, je crois qu'elle a été furax parce qu'elle s'est dit que c'était elle qui allait avoir une surcharge de travail. Et je pense que ça a contribué, il n'y a peut-être pas que ça, à faire qu'elle n'était pas du tout contente de ça. Ce qu'ils La souhaitent, façon, c'est que ma fille s'en aille de leur établissement, aille au CNED et de ne plus jamais avoir à la gérer. la Alors, façon.
pourquoi je n'ai pas choisi de changer d'établissement? Parce que quand j'en ai discuté avec la psychiatre de ma fille qui connaissait, enfin, qui connaît beaucoup, qui est spécialisée dans les cas comme ça, elle m'a dit effectivement, dans cet établissement, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais sachez que dans tous les établissements, il y a des problèmes. Et donc, je me suis dit, alors, on va changer d'établissement pour aller beaucoup plus loin. Et en plus, ça n'ira pas mieux, sachant que c'est compliqué en plus de changer d'établissement. Enfin voilà. Oui, d'accord. Accordez-moi, on peut difficilement dire dans tout, oui, dans tous Enfin, les établissements, dans beaucoup il y a d'établissements. des difficultés. On est d'accord, mais on peut aussi de gré à gré, je veux dire sans forcément se fâcher, on peut essayer c'est une solution qui n'est pas du tout infamante. Alors, vous avez parfaitement le droit de faire valoir vos droits et dire je reste là parce que je veux rester là. Cela dit, si vraiment on a le sentiment que la situation est trop tendue, je crois que négocier un changement d'établissement, dans la mesure où vous avez un établissement pas trop loin, ça ne pose pas de problème. Voilà, je voudrais insister quand même sur cette notion de confiance, hein, et ça ne justifie en rien les comportements dont vous avez parlé, et la façon dont vous l'avez dit est quand même assez révélatrice. Qu'elle aille faire des cours au CNED, c'est-à-dire en gros qu'elle dégage, hein, comme ça sera toujours ça de gagner. Et c'est évidemment pas une démarche positive. Nous avons une autre question. Merci François pour ces éléments et merci Marie pour la réponse. Une autre question sur jusqu'à quel âge se fait l'accueil dans des lycées de la deuxième chance? Comment est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'on peut rappeler le nom du lycée de Grenoble qui a été évoqué par Arnaud? Ton lycée, c'était Moi, c'était le CLEPT, C-L-E-P-T. C'est à Grenoble et franchement, je conseille parce que ça aide en fait. En fait, ça permet de reprendre le lycée dans un contexte qui n'est plus le contexte lequel était peut-être toxique pour nous à l'époque en fait et qui nous a fait décrocher. On rentre vraiment dans un autre contexte. C'est vraiment les mêmes bases que le lycée. Administrativement, c'est le même principe, mais tout est très différent. Les profs, la pédagogie, la manière de faire les choses, je dirais même les considérations, c'est-à-dire que tout simplement on sait à qui on a affaire dans ces lycées-là, on sait que c'est des élèves qui sont quand même déjà en difficulté. Donc, voilà, on ne va pas tout le temps se faire taper sur les mains et se remonter les bretelles si jamais un jour on loupe un cours, s'il y a un problème avec un peu d'assiduité. On connaît cette problématique. Et donc voilà, pour l'âge d'accueil, je pense que ça dépend de tous les lycées en fait. Oui, Il y a plusieurs lycées de la seconde chance en France. Il faut voir directement avec eux. Ils ont tous leurs propres critères d'admission, je pense. Il existe dans toutes les académies ou des lycées de la seconde chance ou des lycées expérimentaux, enfin des lycées qui sont des lycées qui ont des scolarités et des exigences un petit peu différentes sur la façon sur la pédagogie et sur la façon de gérer effectivement la discipline. Je voudrais quand même faire allusion aussi aux établissements de la Fondation Santé des étudiants de France qui accueillent, ce sont des lycées dans lesquels il y a ce sont des cliniques dans lesquelles il y a des lycées annexés et où les jeunes sont à la fois enseignés et soignés sur le même site. Il y en a une douzaine en France, il y en a 4 dans la région parisienne. Vous trouvez tout ça ou auprès de l'ONICEP, ou auprès des conseillers d'orientation, ou auprès des centres des CIO, hein, qui se trouvent, il y en a dans toutes les régions, ou même tout simplement si on cherche lycée de la deuxième chance, bien sûr. Truc, alors après, moi ce que je conseille quand même, vous avez bien compris, l'acte pédagogique, c'est la rencontre d'un jeune avec une structure. Il faut se renseigner, je crois, avant. Il faut voir, se renseigner comme vous l'avez fait. Marie, vous êtes là aussi, je crois que c'est pas un hasard si votre fille s'en est sortie. Vous êtes allée à l'UNAFAM, vous avez été active de la même façon qu'Arnaud a été actif pour s'en sortir. Et l'idée, c'est effectivement de se renseigner, de voir si ce qui est proposé, de voir le projet d'établissement et de rencontrer les responsables des établissements pour voir s'ils présentent quelque chose qui est susceptible de convenir. Je tiens à préciser par rapport à ce que vous dites que près de chez nous, il y a un établissement justement qui gère, c'est une sorte de clinique dans lesquelles les enfants peuvent à la fois suivre des cours, mais aussi ils ont un emploi du temps tout à fait aménagé, ils sont en une sorte d'internat.
C'est une clinique qui est reliée à un grand lycée. Et alors après, pour pouvoir intégrer ce type d'établissement, c'est très long. Nous, on avait déposé très tôt un dossier. On a été pris à peu près au bout d'un an et demi. Sauf que, du coup, on y est allé. Moi, j'étais absolument ravie que ma fille soit prise en me disant: «Bah, ça y est, c'est la solution». On nous a fait visiter l'établissement, le personnel était vraiment extrêmement bien. On a visité les chambres dans lesquelles les enfants allaient être. Enfin, c'était vraiment très, très rassurant, très, très beau. Enfin, vraiment, il y avait tout et je me suis dit: «C'est la solution pour ma fille». Sauf que ma fille n'a jamais voulu y aller. Quand on est sorti de l'établissement, elle m'a dit: «Bah, écoute, moi, je veux pas y aller, je veux pas être à l'internat. Moi, je veux faire comme mes copines, je veux continuer, au lycée, et je vais y arriver au lycée malgré ce qu'ils me font au lycée». Et je crois que je suis revenue, j'ai été, anéantie parce que Oui, j'étais à ce moment-là persuadée qu'elle faisait, Mm. un mauvais oui, choix. oui, Et Marie, en mais fait, en même finalement, temps, elle a eu raison. qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas précisément en allant voir cet établissement et en refusant d'y aller qu'elle a eu un déclic et que d'une certaine façon, elle s'est mobilisée? Je veux dire, faut bien voir qu'on est là sur de l'humain et que peut-être elle s'est mobilisée, on lui a proposé quelque chose qui finalement ne lui a pas convenu. Si vous permettez, vous avez là aussi eu le courage d'affronter un an et demi d'attente, d'accord? Je ne sais pas, ou un an d'attente. Je crois qu'il faut vraiment ne pas renoncer, même si on vous dit qu'il y a de l'attente. D'abord, les files d'attente sont pas toujours, c'est pas toujours comme on le dit. Et d'autre part, mettez quand même un dossier. Et comme ça, le temps travaille pour vous. Et je sais pas l'expérience que vous avez, Marie. Enfin, moi, c'est mon expérience de la maladie de mon fils. C'est quand on entre dans la maladie, en contact avec la maladie, on est très pressé. Et puis assez vite, on se rend compte que ça va être du temps. Et je crois malheureusement que le temps, c'est les témoignages de tous nos adhérents. Le temps est incompressible. Et finalement, 6 mois, un an, c'est peut-être pas tant que ça. Donc, vraiment, nous militons beaucoup pour dire ne vous laissez pas impressionner par les délais. Mettez quand même le dossier. Peut-être que dans 6 mois ou dans un an, vous serez content de le trouver. Voilà. Et je trouve, Marie, que c'est très intéressant ce que vous dites vraiment. Et moi, enfin, j'émets l'hypothèse que peut-être ça a aidé votre fille à se mobiliser, à prendre une décision, le fait de renoncer, de prendre ce qu'on lui proposait. Non, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'elle a eu une sorte de déclic et d'ailleurs, je lui ai dit: «De toutes les façons, c'est ton choix. Je vais pas de toute façon, elle ne peut pas être on pouvait pas l'obliger de toute façon à y aller si elle voulait pas» et j'ai considéré qu'il fallait la suivre jusqu'au bout. Merci. La question suivante, on nous dit, c'est quelqu'un qui me dit qu'on lui conseille hein, de renoncer à l'école pour que sa fille puisse se soigner, reprenne ses scolarités ensuite. Et la personne dit elle a peur que plus on décroche, plus on a du mal à retourner en cours. Qu'en pensez-vous, dit-elle? Oui, on va donner d'abord la parole à... Alors, la fille en question a 15 ans. Mm. Elle a des troubles de type borderline Ouais. et elle n'arrive plus à aller en cours aujourd'hui. Bon, bah, je vais commencer par le plus important. Ça me parle et en fait, ça me touche comme question parce que tout simplement, je suis borderline aussi. En fait, j'ai un trouble limite dépressif diagnostiqué et j'ai le même problème. Et c'est d'une certaine façon ce problème qui m'a fait décrocher au départ, sans même que je le sache à cette époque. Je n'étais pas encore diagnostiqué. Donc voilà, déjà pour commencer, j'étais borderline aussi et ça m'a tout simplement fait donc sortir du système scolaire. Par rapport au fait de se demander si plus on décroche, moins on a envie d'aller en cours, ça c'est une très bonne question qui est un petit peu difficile à répondre parce que moi j'ai l'impression que c'est pas seulement une question de dynamique, c'est-à-dire que c'est pas est-ce que je suis dans la dynamique d'aller en cours donc j'ai envie d'aller en cours ou est-ce que je suis sorti de la dynamique donc j'ai plus envie d'y aller. Je pense que c'est une question de momentum, d'état en fait, à l'instant T dans lequel on est. Moi je sais que franchement, on peut dire que j'ai vraiment fait le yo-yo entre rentrer dans le système, ressortir du système et re-rentrer et ressortir. Et les moments où j'allais mal, je ne voulais plus y aller. Et je sais qu'à chaque fois, je retrouvais des moments où j'allais mieux et je retrouvais l'envie d'y retourner. Donc vraiment, si ça peut rassurer, euh, je pense qu'il faut pas s'inquiéter à un moment donné ou l'autre. Euh,
votre fille, en plus, elle a seulement 15 ans, je suis en train de lire vraiment, alors là, parce que justement, François le disait, c'est des parcours qui prennent du temps, il faut accepter que tout ça prenne du temps. Ce que nous apprennent quand même les témoignages de Marie, les témoignages d'Arnaud, et globalement, notre expérience de chef d'établissement, on peut rater un morceau, plusieurs mois, une année, sans que ça ait des conséquences. Le système est quand même fait aujourd'hui. Alors, peut-être que ça demandera une réadaptation. Peut-être que ça demandera une réadaptation, mais on peut aujourd'hui, je veux dire, cette espèce d'angoisse que décrivait très bien la question, c'est plus je manque et plus j'ai peur de revenir parce que je vais m'affronter au regard de mes camarades, je vais avoir des remarques de la part du proviseur, je vais être débordé de travail. Il faut là-dessus se détendre, hein. On peut très bien aujourd'hui rattraper quelques mois perdus. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. Et moi, j'aurais tendance à dire, c'est un petit peu comme dans un divorce. À l'école, on est un peu marié avec l'école. Quand vraiment la cohabitation devient insupportable et pénible pour les deux parties, je crois qu'il vaut mieux accepter de se séparer plutôt que de souffrir. Et finalement, je crois que vous avez très bien expliqué, Arnaud, que ça devient une telle souffrance que c'est ingérable et ça n'en vaut pas la peine. Hein. Mais c'est vrai que si on peut quand même garder un petit lien, une matière, une matinée, aussi peu que ce soit, c'est une façon de rester en contact avec le groupe, c'est une façon de garder le contact et c'est vrai que ensuite, plus on va être dans un temps long, plus on va hésiter à affronter le regard des autres. Je peux me permettre une chose, François, parce que ce que vous avez dit m'a fait penser à un truc, et là c'est vraiment d'expérience de jeune, de lycéen moi-même, en fait, là, au travers de ce que j'ai vécu. Et je tiens quand même à le dire parce que peut-être je me dis que des fois, les parents ou les adultes, ils oublient ça aussi, ils oublient ce que c'est d'être un jeune, en fait. Il y a quelque chose qui est très important, je crois, pour avoir envie d'aller à l'école, de raccrocher, etc. Il faut surtout pas oublier le social, le noyau. En fait, quand on est jeune, on a aussi envie de côtoyer des gens, d'avoir des amis, d'avoir son groupe d'amis, etc. Et je crois que c'est un truc qui est très important. Et moi, souvent, c'est ce qui m'a un petit peu refait raccrocher. C'est souvent j'étais presque plus attiré par le fait de me dire, mais je suis seul, je me sens seul et j'ai envie d'avoir des amis et un groupe de potes. J'ai envie de vivre ma jeunesse au travers de ça aussi. Alors, je le dis maintenant avec des mots différents, et je sais que moi, par exemple, euh, quand on m'a proposé le CLEP, le lycée de la seconde chance, et je rebondis sur une question qu'on a lue ou je ne sais plus comment c'était formulé, mais que sa fille, c'est Marie justement, je crois, qui disait que sa fille voulait pas y aller, etc. Moi, c'est pareil. Je voulais pas du tout y aller au début, pas du tout, du tout, du tout. Plus on en parlait, moi, je voulais y aller. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça encore et tout. Je me sens pas bien, je sais pas ce que c'est. Jusque à la réunion générale. Alors, on y a été, on s'est déplacé. Je me suis déplacé physiquement sur place. Et là, le fait de voir tous les autres jeunes ici, réunis dans cette même salle, et le fait qu'il y ait une émulation qui commence à se créer, le fait de commencer à parler avec les autres, avoir un groupe et tout, ça m'a fait un bien de pouvoir reconnecter socialement avec des gens. Et je me suis dit, en fait, si, j'ai besoin, en fait, j'ai besoin de retrouver de la vitalité quoi, au travers de ça. Donc vraiment, n'oubliez pas que vos jeunes aussi, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'amis, de groupes. Et je pense que d'une certaine manière, c'est ce qui aide aussi beaucoup à raccrocher, en fait. Merci. Ouais. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Oui. Je dirais que là, ma fille qui est à l'université, bon, donc elle commence juste à l'université, mais elle est absolument ravie. Alors pour l'instant, elle n'a pas été absente, donc bon, on touche du bois quand même. Mais elle me dit, je me fais tellement facilement des amis à l'université, et alors qu'elle avait l'impression qu'au lycée, alors c'est vrai qu'elle était beaucoup absente, mais elle me disait à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression d'être une brebis galeuse, à C'est la ça. fois vis-à-vis des enseignants, C'est mais ça. aussi Ouais. vis-à-vis des camarades de la classe C'est qui me ça. C'est regardent, ça. qui ne parlent pas. Alors qu'elle me dit à l'université, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bienveillance, Ouais. moins de jugement, en tous les cas,
de la part à la fois des enseignants que des gens que je côtoie qui vont, si je le, elle me dit, si je lui disais, ben, demain je peux pas venir et tout, ben, bon, ben voilà, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est aussi, quelque part, l'idée, c'est que bah, à l'université, ce qu'elle a, bah, je ne sais pas comment ça va se passer après sur le long terme, mais en tous les cas, elle me dit qu'elle s'y sent mieux. Alors, je crois que, aussi bien dans le cas de votre fille Marie que dans le cas d'Arnaud, on a affaire à des jeunes pour qui l'université convient. C'est-à-dire que c'est une forme qui convient. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein, ça ne veut pas dire du tout qu'il y a des gens plus intelligents que les autres, pardon, mais ça veut dire qu'il y a une forme, voilà, il y a une forme d'enseignement, il y a une forme de liberté. Il y a effectivement des types de caractères qui répondent bien à ça. Ce n'est pas forcément le cas. Et c'est l'occasion peut-être de dire un mot de quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, qui est l'orientation. Hein, c'est l'orientation qui est... Alors, je crois que j'ai vu passer une question tout à l'heure. L'orientation, si elle est mal faite, si elle est contrainte, si elle est tu iras faire chaudronnier alors que je veux faire une licence de philo, effectivement, ça risque de ne pas marcher. Mais l'orientation, on va être honnête, c'est pas ce qu'on fait le mieux dans notre pays, mais c'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la scolarité, et quand on a quand même une petite perspective, qu'on aperçoit un tout petit peu ce que l'on veut faire, ou peut-être ce que l'on ne veut pas faire, savoir ce que l'on ne veut pas faire, et essayer de construire un parcours. Et je voudrais dire un mot quand même de tout ce qui est l'enseignement technique et professionnel. Il y a aujourd'hui des filières qui sont des filières magnifiques, mais ce sont des parcours qui se construisent. Hein, et nous avons notamment un partenariat avec une association qui s'appelle l'AFDET et qui, par mentorat, fait réfléchir les jeunes, les contraignent pas du tout, à ce type d'orientation qui peut aussi être une orientation d'excellence. Merci pour ces précisions, François. On nous demande si, par exemple, une personne nous dit que sa fille est en seconde, depuis la classe de troisième, elle a des difficultés à affronter l'école tous les jours. Est-ce qu'il est possible d'établir un PAI en enlevant momentanément deux matières, comme par exemple la SVT et la physique, deux matières qu'elle n'aura plus l'année prochaine en première? Très précis. Je ne suis pas enthousiaste. Je suis pas enthousiaste, mais bon, on peut toujours établir un PAI. On va quand même expliquer difficilement qu'on a une allergie. Je veux dire, si on veut être dispensé de PS parce qu'on a une difficulté physique, on comprendra bien. Pourquoi choisir ces disciplines? Parce qu'on ne les aura pas l'année prochaine? Oui, peut-être. C'est pas complètement impossible. Ça va peut-être être un petit peu difficile ça va peut-être être un petit peu difficile à défendre. J'en profite. Ça me permet d'embrayer sur autre chose. Je tiens une permanence téléphonique pour les familles. Il y a une famille qui me téléphone un jour et qui me dit, ah ben voilà, ma fille a un petit peu de mal, là, comme ça. Elle a du mal à aller à l'école tous les jours. Est-ce qu'elle pourrait être dispensée au bac de physique, chimie et de sciences naturelles, de SVT? C'est difficile hein, de dire est-ce que je suis allergique à la physique, je suis allergique à la SVT. Hein, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Tout ça, vous le voyez bien, il faut quand même qu'il y ait une règle commune, il faut que les examens soient équitables. Et donc, c'est pas forcément dire voilà, j'aime pas la SVT, j'ai du mal à aller en cours, on pourrait me supprimer la SVT. Je suis pas sûr que ce soit excellent. Je parle beaucoup, excusez-moi, je voudrais aussi évoquer une possibilité très intéressante pour les élèves qui sont en difficulté, c'est le bac capitalisable. On en parlait avec Arnaud. C'est la possibilité, quand on est dans une certaine situation de candidat libre, de pouvoir garder les notes que l'on obtient au baccalauréat au-dessus de la moyenne pendant les 5 ans qui vont suivre. Et on peut ainsi, sur des élèves qui ont manqué, sur des élèves qui ont des difficultés dans certaines disciplines, ça permet par exemple de valider le français, les maths dans une discipline et puis l'année d'après de pouvoir valider autre chose. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant. Est-ce que, François, tu pourrais nous redire le nom de l'association partenaire avec l'UNAFAM qui permet de travailler sur du mentorat? L'AFDET, Association française
de défense de l'enseignement technique et professionnel. Et je dis bien, mettez-vous en contact avec l'UNAFAM, puisque c'est un partenariat UNAFAM-AVDET. On a résolu un certain nombre, enfin résolu. On a avancé avec certains jeunes, précisément, parce que l'enseignement technique et professionnel, c'est un monde avec ses caractéristiques et il faut, pour s'y sentir bien, il faut avoir un certain nombre de codes. Or, cette association, par mentorat, hein, et alors ils sont extraordinaires, ils sont capables de vous trouver, par exemple, un mentor pour faire du cheval en Ariège ou pour faire de la pâtisserie à Belgrade. Enfin, c'est absolument extraordinaire. C'est une association nationale qui vous trouvera, si vous le souhaitez, quelqu'un qui va, et encore une fois, on est sur de l'orientation non contrainte, c'est, tiens, bon, t'as pas envie forcément de faire des études longues, t'as pas le goût pour l'abstraction, mais en revanche, tu as du goût pour le cheval, pour je ne sais que sais-je. Hein. Et là, on a vraiment quelque chose qui est très intéressant, alors que cet enseignement est souvent n'a pas forcément une bonne image, et c'est très injuste. On était dans les PAI tout à l'heure, Oui. on reste là dans les PAI, les PPS, Oui. plan PPS, c'est ça. PAI, plan d'accueil individualisé. PPS, plan personnalisé de scolarisation. Le PPS étant systématiquement associé à une notification MDPH. Le PPS, c'est le plan personnalisé de scolarité qui accompagne une notification MDPH. Et une personne nous dit, quand ils ne sont pas mis en place ou pas complètement, est-ce qu'il y a des recours, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr que. Alors, on est d'accord. Le PPS, il est soumis. Il y a en fait trois types de plans. Il y a le PAI qui est de gré à gré entre l'établissement et la famille. À ce moment-là, on est dans le cadre de l'établissement. Il est cosigné par le médecin, le proviseur et la famille. D'accord? Il y a le PPS qui, lui, il y a un intervenant extérieur, l'AMDPH, qui dit tel élève peut bénéficier ou doit bénéficier d'un aménagement nanana, d'accord? Et puis, il y a des plans, ça ne sert à rien qu'on les détaille, des plans plus spécifiques encore qui sont destinés à tous les élèves 10. Hein, et qui ne passent pas par la NDPH, mais qui supposent une intervention extérieure, co-signataire avec la famille et l'établissement. Une question plus complexe que nous avions reçue en amont de ce webinaire, et je suis désolée de la prendre seulement maintenant, mais on va y répondre le mieux possible, qui nous vient d'une infirmière scolaire. On a parlé de l'importance des infirmières scolaires tout à l'heure, on a souligné leur rôle qui pouvait être essentiel, qui nous demande comment est-ce qu'on peut réagir face aux premiers signes de décrochage scolaire de son enfant, que peuvent être la réticence à se lever le matin pour aller au collège, par exemple, le désintérêt pour les études, le manque d'application et le travail, la baisse importante des notes, une sortie non autorisée du collège pour rentrer chez soi, enfin des choses que tant vous, Arnaud, que votre fille Marie, j'imagine, avait traversées. Un repli sur soi qui peut aller avec aussi, voire un peu d'agressivité aussi envers l'un ou l'autre parent. Et puis après aussi, c'est comment est-ce qu'on démêle un petit peu, on en a parlé, ces comportements qui peuvent aussi être propres à un adolescent de troubles psychiques émergents. C'est compliqué. Je peux peut-être parler en premier, dire à défaut de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Allez. Il y a deux choses à ne pas faire. Prendre ça à la légère en disant bon, ouais, c'est une crise passagère, ça passera, basta, c'est l'adolescence, roule ma poule. Ça, c'est pas terrible d'un côté. De l'autre, angoisser complètement en disant parce que il y a un refus scolaire, une difficulté, parce qu'on a c'est tout à fait normal et naturel de ne pas avoir envie d'aller écouter des cours en s'enfermant dans des classes, donc c'est pas du tout pathologique. Donc il faut ni négliger, ni surinvestir. Je crois que les éléments révélateurs, c'est la durée, est-ce que ça dure, c'est l'intensité, d'accord, et c'est les répercussions sur le comportement du jeune, hein, qui sont des indicateurs quand même très intéressants. Si ça dure, il faut essayer de s'orienter vers un professionnel.
Oui, c'est ça. Une question qui n'est... Si, une question. On nous demande si l'UNAFAM a prévu de sensibiliser, former les médecins scolaires aux troubles psychiques. Quelles sensibilisations ou formations aux troubles psychiques sont faites dans les établissements scolaires? J'ai envie de répondre, premier secours en santé mentale. Oui, merci pour L'UNAFAM cette... est très Merci pour investie. cette question. PSSM, l'UNAFAM est opératrice d'une formation qui s'appelle Premier secours en santé mentale, comme son nom l'indique, qui forme tout public, depuis les médecins jusqu'à tout le monde, tout citoyen, qui est une formation de 2 jours et qui précisément répond à ces questions, non pas pour faire un diagnostic, mais pour essayer de sensibiliser et de permettre à n'importe quelle personne, mais en particulier les médecins, les infirmières, Les enseignants. et les enseignants, mais c'est pas complètement gagné. Pour le moment, on s'efforce d'y aller. C'est pas En tout cas, on forcément gagné. répond chaque fois qu'on est sollicité, on y Chaque va. fois qu'on est sollicité, on y va. Et va revenir tout au début, ce que nous a dit Marie, c'est d'abord changer le regard. C'est-à-dire changer le regard, c'est oh là là, cette petite, elle va nous casser les pieds. Va donc au CNED, ma chérie, tu y seras tellement mieux. Et toi, comme tu ne seras pas là, nos résultats vont s'améliorer. Ou plus exactement, ne vont pas devenir plus mauvais. Changer le regard et sans surinvestir, vérifier un certain nombre de choses. Je crois qu'on rejoint la question précédente. Vérifier que un certain nombre de points, ça commence aussi peut-être très simplement par le généraliste. C'est-à-dire, ça peut aussi, ce que vous décrivez, peut aussi, l'adolescence, c'est dur, c'est pas, physiquement, c'est quand même de gros bouleversements, et les difficultés peuvent aussi être d'ordre somatique. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà des pistes. Les micro-lycées, on n'a pas Voilà. parlé des micro-lycées. On nous parle de ça, de parler un peu des micro-lycées, peut-être aussi la différence entre les lycées de la seconde chance ou les similitudes, Voilà. pardon. Est-ce que Alors, on peut en parler un peu? très grossièrement, en un mot, un micro-lycée, c'est une classe qui est implantée dans une ville, en général, c'est quand même une ville un petit peu importante, et qui regroupe des élèves ayant décroché ou ayant échoué 2 fois au bac, et qui va les réunir en petits effectifs pour repréparer le baccalauréat. C'est-à-dire, c'est des micro-lycées implantés dans des gros lycées. Et c'est un peu différent des lycées de la seconde chance. Arnaud, vous pouvez nous décrire le lycée de la seconde chance où il n'y a que des élèves concernés. Exactement. Le lycée de la seconde chance, c'est vraiment, comme son nom l'indique, pour donner une seconde chance après un premier décrochage. Donc, ça fait partie des conditions. On va prendre quelques dernières questions. Est-ce que le bac capitalisable est compatible avec le CNED? Il faut vérifier, mais moi je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi non. Dans la mesure où, Pourquoi il ne le serait pas? dans la mesure où le CNED, c'est un lycée à distance. C'est un gros, très gros lycée, mais à distance. Une autre question, c'est peut-être pour oui, quelqu'un qui nous dit, est-ce que si on n'est pas stabilisé en tant que personne ayant des troubles psychiques, débutants ou en cours, enfin voilà, là en l'occurrence c'est quelqu'un qui aurait des troubles borderline, est-ce qu'on peut quand même intégrer un lycée de la seconde chance? Ben, il y a 2 choses. Sur le plan administratif officiel, il n'y a rien sur le plan médical dont le lycée de toute façon peut se permettre d'exiger et donc d'avoir conscience. Donc si c'est simplement par l'envie, vous le pouvez. Le lycée dira pas non, désolé, vous êtes encore borderline, vous n'êtes pas stabilisé, on ne peut pas vous prendre. Maintenant, en termes de ce qui est le mieux, moi franchement, je le conseille totalement. Je le conseille totalement. En fait, j'aurais envie de dire, si c'est possible, si le jeune en a envie, ne pas s'arrêter de vivre pour ne pas s'arrêter de vivre le temps des soins. Si le lycée est d'accord, si le jeune se sent et que tout le monde a envie de travailler main dans la main, faites-le. Ça va faire du bien, même pour lui moi, ou pour elle, parce que je sais moi-même en tant que borderline, à quel point ça peut me faire du bien aussi d'avoir une vie, même quand elle est difficile, même quand elle est chaotique. Et pourquoi je me le conseille quand même? Parce que ce lycée, il est justement fait pour. C'est-à-dire que vous pouvez y aller en expliquant les problématiques, en parlant de ce qui a amené au décrochage, de où on est en ce moment le jeune. Et donc, si le lycée se sent prêt à l'accepter tel quel,
ils vont vraiment travailler main dans la main. Donc normalement, cette problématique devrait plus être une problématique. Le lycée devrait simplement faire tout son possible pour que la scolarité du jeune se passe le mieux possible, malgré ses troubles borderline, malgré son processus de soins actuel. C'est ce que je pense. Vous voulez pas faire prof? Pourquoi pas? Prof d'histoire géo, ce serait bien. Ce serait bien. Hein, ce serait bien. On a aussi plein de témoignages, on ne peut pas tous les partager, désolé, mais en tout cas, on est on y est très sensible. Alors, bravo Arnaud. Que je Merci, c'est partage. gentil. Des témoignages de personnes qui nous disent que voilà, ils ont trouvé des solutions, qu'il y a des possibilités, Il y a de l'espoir, toujours. exactement, qu'il y a de l'espoir et il faut y croire et s'accrocher. Ça, c'est peut-être aussi ce qu'il faut qu'on retienne. Ce qu'ont quand même en commun Arnaud et Marie, hein, c'est le fait qu'ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils se sont, voilà, ils ont essayé de faire face et parce qu'ils ont essayé de faire face, finalement, je veux dire, c'est pas un hasard. Là, en l'occurrence, autant le fait d'avoir des troubles n'était pas de leur responsabilité, autant leur réussite. Hein, et encore une fois, Marie, je crois qu'elle est acquise. Hein, c'est bien leur volontarisme. Une dernière Une petite dernière, remarque, pour voilà, quelqu'un qui nous dit qu'elle est ancienne personnelle de direction, qu'elle est scandalisée par les témoignages qu'elle entend, et que elle s'interroge dans la mesure où les professeurs, les enseignants et les administratifs, je suppose aussi, sont sensibilisés aux aménagements des élèves, en situation de handicap. Elle dit que cependant, par rapport à la situation de votre fille, Marie, elle dit qu'au-dessus des chefs d'établissement, c'est ça, il y a le DSDRN, Hein, qui est un sigle bien compliqué. c'est le directeur de l'enseignement scolaire au niveau départemental. D'accord. Autrefois, inspecteur d'académie. Et le rectorat. DSDEN. Du coup, Et le rectorat, bien sûr. Elle demande, est-ce que les défaillances que vous avez constatées, je ne sais pas comment, c'est écrit comme ça, hein, Oui. ont été remontées à ce service Oui. avant le Alors, médiateur oui, alors, ça Marie a sans doute tapé à la bonne porte. Avant de. Peut-être elle aurait pu saisir effectivement ou la direction départementale ou le rectorat. Son expérience montre que les choses se sont améliorées, hein, grâce à sa ténacité et au fait qu'elle a finalement continué à faire valoir ses droits au sein de l'établissement. Donc, bien sûr, on peut toujours saisir. Après, c'est comment on se sent, comment aussi on sent son jeune, est-ce que il pourra le supporter ou pas, ça c'est une question d'appréciation personnelle. On arrive malheureusement à la fin de ce webinaire. C'était riche, on aura sûrement encore plein de choses à dire, plein de choses à partager. On aura peut-être l'occasion de refaire une thématique, un webinaire sur une thématique. On vous parallèle. retient Marie et Arnaud déjà pour la Je serai prochaine. ravie de vous retrouver. Merci en tout cas pour la qualité des témoignages et des échanges et des questions que nous avons eues. Je crois qu'on a pu aborder pas mal d'éléments et on espère avoir répondu à un maximum de questions. Je vous rappelle que nous avons à l'UNAFAM des ressources, bien sûr, évidemment beaucoup de ressources, mais surtout des permanences spécifiques, dont celle que François assure, une permanence téléphonique de référent école. C'est un numéro unique, c'est des permanences aussi qui permettent aussi de rencontrer possiblement une assistante sociale, ça peut aussi être utile, un psychiatre, au-delà du référent école. Un numéro unique qui est le 01 53 06 30 43. Évidemment, on va vous mettre ces informations-là dans le chat. Et on va vous laisser le temps de bien les prendre en note. Si vous avez des questions particulières également ou besoin de soutien, d'aide, et nous avons une ligne d'écoute à votre disposition qui est disponible 5 jours sur 7 et qui est assurée par des psychologues. C'est le numéro 01 42 63 03 03. Et puis, vous rappelez également qu'on a parlé formation PSSM pour les personnels
l'éducation nationale, les administratifs bien sûr, le public en général. L'UNAFAM fait partie de ces organismes de formation qui déploient ce programme et nous en sommes bien fiers. Nous avons aussi tout un tas d'autres types de formations à destination des proches aidants qui ont besoin de soutien, comme le soulignait Marie tout à l'heure, des formations en présentiel qui sont dispensées dans toute la France, qui sont déployées par nos délégations UNAFAM départementales, mais aussi des formations en ligne, des modules de formation e-learning. On en a de différentes natures, par thématique, mais aussi plus généralistes, que nous vous invitons à aller consulter sur notre plateforme de formation en ligne Formaidan, formaidantes.fr. Toutes les infos sont bien sûr dans le chat aussi. Vous dire également que nous avons enregistré ce webinaire, même si j'aurais dû vous le dire dès le début, ça aurait été bien, et que nous en ferons enfin, nous nous mettrons à disposition sur notre chaîne YouTube dans quelques jours si certains d'entre vous voulez le revoir ou le conseiller autour de vous. C'est toujours avec plaisir. Merci Marie, merci Arnaud, merci François. Merci Sophie. Et Merci à vous, hein. bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.